J'espère qu'on m'entend. Bonjour tout le monde. Alors déjà, là on voit une drôle de lumière à chaque fois lorsque je fais des vidéos avec mon téléphone portable. Rassurez-vous, j'ai la lumière et je vois très bien chez moi. Non, c'est que je sais pas, la luminosité avec ce téléphone, il va falloir que j'aille voir les réglages. Cette vidéo s'intitule Erdogan finit d'Afriner. Ah, c'est un jeu de mots copyright, hein. Celui qui l'utilise, hein, vous faites référence à moi. Petite revue, donc, ce qui se passe en Syrie, parce que ça bouge en ce moment, à plusieurs niveaux. Fini d'Afriner, parce que finalement, ce qui se pensait être une guerre éclair, ben, elle s'enlise, cette guerre. Même moi, je ne pensais pas que les Kurdes allaient résister autant, et ils résistent, hein. Le canton d'Afrine est un canton montagneux, donc propice à la défense. En face, ils utilisent l'artillerie lourde, donc des bombardements intensifs, de l'aviation. On parle d'une dizaine de F-16, d'hélicoptères de combat. Ils viennent d'en perdre un d'ailleurs, c'est intéressant à savoir. Ils utilisent, en plus de l'ASL, l'armée turque, carrément, puisque l'armée turque a des pertes. Et malgré cela, ils n'arrivent pas à progresser. Ils ont beaucoup de pertes, ils ont autant de pertes que les Kurdes, qui résistent, qui ont une artillerie légère, qui se sont fortifiés, qui connaissent l'endroit par cœur. C'est fait de Afrin, le canton d'Afrin est fait de collines, de montagnes. Donc ça réduit un petit peu l'infériorité numérique. Hein, c'est toujours bon pour les défenseurs. Donc quelques conquêtes, maigres, difficiles à tenir. C'est une bataille de collines. Je te prends une colline, je la perds une heure après, je la reprends le lendemain, et ainsi de suite. Finalement, c'est le scénario catastrophe. J'ai l'impression qu'Erdogan, que j'ai de plus en plus de mal à comprendre, a demandé une sorte de... Ah, il a dû dire à tout le monde, à Poutine, à Trump, à tout le monde, bon écoutez, je vais y aller, mais pendant un mois, vous dites rien. Je vais vite faire mon truc. Après, si vous voulez réagir, vous allez réagir. Et je pense que là, maintenant, il va réagir de plus en plus durement. Parce qu'il est en train de s'enliser. Il est en train de s'enliser. Les FDS se servent donc voilà de la topographie, de l'artillerie légère, des roquettes. Ils font de la perte. Ils ont eu deux chars Léopard. Ils ont abattu un hélicoptère de combat. Alors c'est intéressant. Ce serait intéressant de savoir comment ils l'ont abattu. Pour l'instant, je n'ai pas encore j'ai pas encore trouvé le détail. Savoir s'ils l'ont abattu avec un manpad, avec une roquette. C'est possible avec une roquette. Un hélicoptère, ça vole bas. Hein, ça peut être chopé très bas. Et ça va pas super vite. Donc avec une roquette, il y a moyen d'eux. Même s'il faut être sacrément balèze. Par contre, un manpad, ça suggérerait quoi? Qu'ils auraient eu des livraisons de manpad, ou qu'ils auraient des manpads, qui leur auraient donné. Les manpads, c'est des systèmes portatifs anti-aériens pour des avions qui seraient bas au sol. Les avions d'attaque au sol, par exemple. Si tu es à 12 000 mètres d'altitude, je sais pas, ton SAM-7, voilà, le premier manpad qui me vient à l'esprit, c'est le SAM-7, le SA-7, code OTAN. Tu peux buter des avions à basse altitude, des aéronefs à voilure fixe, à voilure tournante, etc. etc. Donc voilà, donc ce serait bien de savoir comment est tombé cet hélico. Mais en tout cas, voilà, c'est la merde. Donc par contre, beaucoup de civils en fuite, 15 000 civils, dont pas mal en Syrie, en zone syrienne arabe. Je pense que la Syrie est en train de laisser faire et de prendre parti pour les Kurdes, parce qu'elle laisse faire beaucoup de passages de troupes. Elle ferme les yeux. Il y a peut-être eu une entente, quelque chose. J'ai envoyé, vous allez revenir à la raison, on vous laisse vous occuper des Turcs et après on discutera. Je ne sais pas ce qui se passe. Par contre, pour Erdogan, j'ai l'impression que ce type... Alors, il y a un proverbe grec qui dit que les dieux égarent ceux qui veulent perdre. J'ai l'impression qu'ils sont en train de bien l'égarer. Dans la mesure où maintenant, il est en train de tenter de prendre Manjib. Il tente des incursions là-bas. Et il demande aux Américains de partir de là-bas. Et curieusement, les Américains font rien. Par contre, les Américains, on se demande ce qu'ils font en Syrie, encore une fois, puisque les gens de la coalition se barrent parce que l'EI a disparu. Les Américains restent en déclarant ouvertement qu'ils prennent parti pour les FDS contre Bachar el-Assad, donc un gouvernement légitime jusqu'à preuve du contraire, soumis à une guérilla. Eux, ils prennent parti, ils interviennent dans une guerre civile. C'est du droit international, c'est le fameux droit international qu'ils invoquent constamment. Là, il est violé, personne n'en parle. Ils interviennent donc dans les affaires intérieures d'un pays et ils viennent de bombarder et de tuer une centaine de Syriens qui attaquaient les FDS pour reprendre du territoire syrien. Les FDS ne sont que des traîtres. Bon, c'est FDS qui sont contre les Kurdes qui résistent bien, mais ne sont que des traîtres. Je veux dire, de quel droit les Américains aident une faction, en plus kurde,
parce que les FDS, on sait qu'ils ont mis 3 Arabes syriens, mais c'est des Kurdes essentiellement, qui ont pris beaucoup de villages et beaucoup de terres qui ne leur appartiennent pas. De quel droit les Américains s'en servent? Donc, moi j'ai du mal à comprendre les Américains, non, ils se dévoilent. Par contre, j'ai du mal à comprendre Erdogan qui les menace. Il ne va pas aller jusqu'au bout, il ne va pas aller bombarder des endroits où tu as un régiment ou deux avec des chars américains. Il y a une amertume kurde vis-à-vis de la coalition. Alors là, j'ai envie de le dire comme je le pense, mais il faut vraiment être con pour être « Ah, on est amer, vous pensiez sincèrement qu'ils allaient vous aider ?» Et putain, il suffit d'ouvrir un livre d'histoire. D'ailleurs, je pense que tous les tacticiens, tous ces gens-là, super bien payés, à faire des gamberges de fous, vous prenez un livre d'histoire, vous regardez, vous avez les modes opératoires, les styles des parties en présence, leur évolution, ce qu'elles font pas, et au bout d'un moment, t'en tires les enseignements et tu devines à l'avance ce qu'elles vont faire, qui, quoi, comment. C'est aussi simple que ça. Ça s'appelle se servir de son cerveau voilà. Et donc, ils s'attendaient à quoi? Après, excuse-moi, après la Géorgie, après tous les alliés américains qui ont été chauffés, qui ont été dressés, qui ont été mis en avant pour faire des guerres qui allaient gêner un ennemi des Américains et qui ont été laissés tomber à la fin, qui ont été sacrifiés. Écoute, excuse-moi, t'as la Géorgie, par exemple, l'Ukraine. L'Ukraine, ils ont fait les beaux, regarde dans la merde dans laquelle ils sont. Donc il suffit juste de lire un livre d'histoire, de s'intéresser un petit peu à ce qui se passe, à l'histoire proche, la politique. Donc ils sont amers les Kurdes. Et vous êtes dirigés par qui, les gars? Alors autant vous avez des bons combattants, autant vos chefs politiques sont un peu cons, quoi. Ils pensaient sincèrement que les Américains allaient s'impliquer officiellement. C'est d'une naïveté. Donc il y a un lourd bilan, donc la progression est lente. Avec l'armée turque, la super armée turque, qui n'a pris que 115 km², 3% du content d'Afrine. Alors officiellement, ils ont 22 soldats turcs, officiellement, et 123 soldats de l'ASL morts début février, aux alentours du 4-5, parce que ça a évolué depuis, et les pertes se sont alourdies, contre 117 Kurdes militaires combattants. Et il paraît qu'il y aurait 68 civils. Alors après, ça vient de l'OSDH, vous savez, le moustachu avec une tête de vendeur de lapin, là, le fripier de Coventry, là. Donc pareil, c'est des chiffres à prendre à la légère, mais toutes les sources, en tout cas que je consulte, indiquent quand même un bilan lourd pour l'armée turque. Ce qui sous-entend aussi que l'armée turque s'implique. Et puis Erdogan, son excuse, c'est pas vraiment une excuse, c'est pas faux. Je veux permettre aux populations locales qui étaient là, qui ont toujours habité là, de revenir. C'est vrai que les YPG, là, ils sont dans des endroits, il y a des endroits, c'est des villages arabes, c'est pas eux, ils veulent pas les lâcher. Et la population s'est barrée en Turquie. Parce qu'elle a peur d'eux. C'est pas les gentils libérateurs, à partir du moment où BHL les a choisis, il faut se méfier. Ensuite, ça bouge en Syrie, ça bouge. Alors, ça bouge pas mal, puisque là, on s'interroge sur ce que veut Erdogan, sur finalement le rôle de la Syrie, parce que je suis moins sûr de mon point précédent, même si on a l'impression qu'elle laisse faire. La Russie, je comprends de moins en moins quand même Poutine. Lui, il passe son temps à faire des affaires, il laisse faire tout le monde, les Turcs, les USA, Israël. Bon, c'est vrai qu'il a aidé en Syrie, sinon je pense que le régime ne serait plus là. Mais au bout d'un moment, je sais pas, choisis ton camp, camarade, quoi. Il est trouble, ce type. Il fait des business avec tout le monde, il fait des alliances hétéroclites avec tout le monde. Il laisse entrer les Turcs et il te dit « Ah, oh, c'est pas bien les Turcs, ce que vous avez fait. C'est toi, tu t'es retiré, tu les as laissés rentrer, ils t'ont demandé la permission. Les USA, tu les contres jamais. Ils sont où, tes S-300 et tes S-400 ?» Moi, j'aimerais juste les voir en action, quoique. Je crois qu'ils ont rentré en action hier. Je crois qu'ils sont rentrés en action. Contre les USA, bon. Et contre Israël, c'est quoi le deal? Tu les laisses rentrer quand ils veulent? Parce que là, ça leur a un peu fait mal quand même, leur dernière rentrée. Donc, fini d'Afrine Erdogan, difficile à comprendre. Le deuxième point, c'est le raid israélien. Alors, il y a une tendance qui est en train de se dégager, c'est qu'ils ont de plus en plus du mal en Syrie. Vers 4 h du matin, le 10 février, tu as un drone iranien qui s'est introduit en Israël, un hélicoptère Apache est allé l'abattre, et il y a eu une réplique immédiate, puisque les Israéliens ont 2, voire maintenant 3 lignes rouges. Une, aucune violation de leur territoire, sinon représailles. 2, empêcher tout transfert d'armes entre l'Iran et le Hezbollah par le biais de la Syrie et l'Irak. Voilà. Et une troisième, c'est empêcher l'installation de l'Iran. Bon, j'ai l'impression qu'ils se plantent, en tout cas sur les 3, c'est difficile de tenir ces 3 lignes rouges. Elles ont été franchies allègrement, donc à chaque fois, ils bombardent. Donc là, réplique immédiate, mais là, le problème, déjà dernièrement, alors dans les milieux autorisés, on s'autorise à penser, comme dirait Coluche, ils ont eu une perte de un F-35. Vous savez, le super avion invisible furtif. Bon, d'après ce qu'ils disent beaucoup de forums sérieux,
il serait fait tomber par un S-200 Divina, c'est-à-dire des batteries anti-aériennes, anti-missiles qui datent de... Je ne sais pas quand. Il paraît qu'il serait furtif, ce truc. Ou alors ils sont allés bombarder avec l'armement, non pas dans la soute, mais sous la voilure. Parce que là, je comprends pas. Et là, pour la première fois, dans l'histoire, un F-16 israélien abattu. Alors les Syriens te disent qu'ils en ont abattu plusieurs. Les Israéliens te disent qu'ils en ont perdu un, ils ont récupéré les deux pilotes, c'est important de le dire parce que c'est une monnaie d'échange. Le raid israélien a réussi, en tout cas ils ont touché 3 batteries aériennes, 4 objectifs militaires iraniens. Et des objectifs civils, on parle d'un centre de précision, un centre d'amélioration de missiles. Donc le raid a quand même fait des pertes. Mais là, pour la première fois, et c'est la deuxième fois qu'on voit ça, les Israéliens ont du mal dans leur raid. Et là, ils ont une perte quand même. Les F-16, t'en perds pas beaucoup. Hein. Je crois que des F-16 abattus, en combat, il n'y en a eu que 4, sur plus d'une centaine de confrontations. Et abattus par défense antiaérienne, allez vous renseigner, mais un F-16, c'est... Bon, l'invaincu de chez invaincu, c'est le F-15. Hein. C'est un des meilleurs avions qui soit. Le F-16 qui est très très bien. C'est vraiment un avion léger de chasse qui est très bien et qui, maintenant, on est à sa énième version. Tu le touches pas comme ça. Voilà. Et moi, quand je vois que c'est un F-16 qui est tombé, c'est un F-16 dernier cri avec toute l'avionique israélienne et ils sont bons en avionique, tout ça, je me dis que c'est pas des S-200, ça. Ça, c'est des S-300 et des S-400 et derrière, il y a du russe. Je sais pas, c'est une piste, c'est une théorie. D'un coup, ils se mettent à être efficaces, les Syriens. D'un coup, avec leur S-200, leur Pantsir, ils arrivent à toucher des avions israéliens. Alors, les Syriens te disent qu'ils ont même touché un F-15. Moi, j'ai tendance à croire. Hein. Je vois pas pourquoi ils mentiraient d'un côté et ils diraient de la vérité de l'autre. Après, les Israéliens vont pas te dire on a eu 4-5 avions touchés. Mais tu peux toucher un avion sans qu'il s'écrase. Hein. Il continue, revient à la base. Donc moi, je pense qu'ils ont été touchés parce que les Israéliens reconnaissent qu'il y a une activité anti-aérienne intense. Ils ont réussi leur raid. Voilà ce qui se passe. Et donc, ils ont de plus en plus de mal à entrer. Alors, je suis allé gratter un peu plus que le commentaire. Les Israéliens ne veulent pas l'escalade. Ça ne les intéresse pas de s'impliquer. Donc ils ont dit qu'ils n'iraient pas plus loin en principe. Sauf si de nouveaux événements les incitent à. Ils restent sur leur ligne rouge. Il faut savoir aussi, et ça c'est pour l'anecdote, c'est que tacitement ils ont un accord avec le Hezbollah, le parti de Dieu. Moi je vais créer le Hezb la Funk, le parti de la Funk. Non, je rigole. Il fallait que je dise une connerie quand même dans la vidéo. Le Hezbollah leur a imposé, je dis bien leur a imposé, qu'ils ne bombardent plus au Liban. Ils leur ont dit à chaque fois que vous bombarderez au Liban, il y aura une représaille à la frontière. Alors la dernière fois, ils ont fait péter 2 patrouilles israéliennes qui passaient. Les Israéliens, je sais que les militaires, mais même les politiques israéliens, prennent vraiment au sérieux ce que dit le Hezbollah et Nasrallah, parce qu'ils savent que c'est un type, il ne bluffe pas. Il dit, il fait. Ils le prennent au sérieux. Et ils ont raison, ils sont intelligents. Ils savent que lui, il n'est pas fantasque. Donc depuis, ils ne bombardent plus au Liban. Là, en bombardant, ils auraient bombardé, enfin le 7 février déjà, et là je pense qu'ils ont fait un second tour, ils ont bombardé une usine, un centre de précision de missiles, un centre de recherche, que les Iraniens développent en Iran. En gros, tu as des missiles de plus en plus précis, qui peuvent leurrer les défenses antiaériennes, enfin bref, voilà quoi. C'est une ligne rouge, parce qu'on sait très bien où vont aller ces missiles. Là, on parle de manière neutre, sans prendre parti, mais il est évident que si moi j'avais en face de moi un pays ou un autre pays tiers est invité à développer des missiles très puissants, très performants, ouais, moi j'attaquerais, quoi, je ferais pareil. Et de l'autre côté, je développerais mes missiles parce que je m'estimerais être chez moi souverain et j'en ai marre d'être attaqué aussi. Donc là, ils ont tapé. Ben, cette usine-là, elle est en train d'être reconstruite au Liban. Donc la question, elle est, est-ce que les Israéliens vont aller oser bombarder au Liban? Moi, je pense qu'ils vont oser, c'est pas des flippettes non plus. Ou continuer à ne plus bombarder au Liban pour ne pas subir justement des attaques à la frontière nord. C'est l'interrogation que je me fais à travers cet événement au lieu de me dire ouais, il y a un F-16 qui est tombé, ou dommage, il y a un F-16 qui est tombé, ou peu importe, etc. Je cherche à essayer d'aller au-delà de l'événement, en tirer un petit corollaire. Donc pour l'instant, voilà. Donc les Israéliens sont prévisibles, hein, parce que ils ont dit à l'avance ce qu'ils allaient faire. Les Syriens aussi, et les Iraniens, ils répliquent.
Les USA se dévoilent. La Russie reste encore trouble. Parce que je sais pas, un ami comme la Russie, c'est quand même un drôle d'ami qui fait des affaires sur ton dos, qui, bon, je sais pas quoi. Parce qu'avec la puissance russe, normalement, si on voulait, personne ne rentrerait en Syrie. Il suffit que les Russes verrouillent les zones sur le plan aérien avec et installent des troupes et voilà, et menacent. Plus personne ne viendrait. Même la coalition, elle se barrait. La coalition d'ailleurs qui se barre au fur et à mesure. Mais tu crois que les Australiens ou les Rafales vont rester si les Russes te disent cette zone tu rentres pas? Ils l'ont fait à l'attaquer. Ils ont dit sur 400 km vous rentrez pas. Ceux qui rentrent sont abattus. Même les Américains n'ont pas osé rentrer. Ils créent des bulles avec un système de brouillage électronique qui fait que tu ne sais pas ce qui se passe sur un plan électromagnétique à l'intérieur de cette bulle, une bulle de 400 km. Donc pourquoi ils ne le font pas avec les autres? Ils sont troubles, hein. Gog est trouble. Hein. Ensuite, on reparle encore à nouveau des armes chimiques de Bachar al-Assad. Dès que Bachar al-Assad progresse, en l'occurrence ici à Idlib, on nous ressort ses affaires. Mais là, le problème, c'est que Macron a installé une ligne rouge. C'est si jamais Bachar el-Assad utilise ses armes chimiques, on va faire des frappes. Et comme là, il n'a pas les moyens de faire des frappes, il dit « Ah, on est prudent, on ne sait pas que... » C'est toujours le MIT turc, 3 Séoudiens, 2 mecs dans un studio qui te montent encore leur fameuse histoire d'armes chimiques. Alors, il faut savoir qu'on reproche à... Et là, encore une fois, je m'interroge sur le degré de sénilité de notre presse et puis de beaucoup de gens. On reproche à Bachar el-Assad d'utiliser du chlore. Moi, je pense qu'il l'utilise, du chlore. Donc, en gros, en France, dans tous les pays européens, on fait usage d'armes chimiques contre la population civile désarmée, puisque les CRS, lorsqu'ils te gazent, c'est du chlore. Et en plus concentré encore. Là, on ne parle pas de sarin. En second lieu, j'aimerais savoir un truc qui a été occulté, d'ailleurs je vous le dis à la presse, c'est quand les Américains ont libéré avec les Irakiens Raqqa, ils ont utilisé du phosphore blanc, qui est hautement plus toxique, hautement plus chimique, et il y a eu beaucoup de pertes dans la population civile. Ce qu'il y a, c'est que le Monde Libération et tous nos humanistes de gauche n'ont pas parlé des morts et de la boucherie qu'il y a eu à Raqqa. Ils ont voulu sortir le i, ils ont fait une boucherie. Et ils se permettent d'accuser les Russes ou de Bachar al-Assad de tuer des populations civiles, alors que l'armée russe, l'armée syrienne a beaucoup de pertes parce qu'elle nettoie avec précaution justement les endroits où il y a des civils pour éviter de faire des dommages collatéraux. Eux, ils ont détruit Raqqa et Mossoul, enfin bon, bref, avec des civils qui sont morts sous des bombardements américains. Ils ont utilisé le phosphore. Alors expliquez-moi, on vit dans le monde de Mickey, on vit dans un monde irrationnel où on peut tout dire et dire n'importe quoi, parce que là, c'est des faits. Tout le monde peut les vérifier. Donc comment est-ce que tu peux être un journal ou un homme politique et être pris au sérieux par tous les humains d'ailleurs qui sont aussi cons parce que personne ne relève la contradiction entre ce qui se passe d'un côté et ce qui se passe de l'autre, des accusations bidons venant de l'ASL comme quoi Bachar al-Assad utiliserait du chlore, c'est-à-dire une bombe lacrymogène, ils appellent ça du chimique, et de l'autre côté l'utilisation du phosphore blanc notamment à Raqqa par les Américains où là la presse a très peu évoqué la boucherie qui a eu lieu. Voilà, encore une fois, d'un fait, on en tire quelque chose. Alors d'après certains milieux, ils se préparaient une frappe contre Bachar el-Assad. Les Américains vont tenter une frappe, et tout premier, en l'occurrence ici Macron, veut envoyer des rafales et envoyer des missiles par le biais de ses navires. Bon, comme on n'a pas 50 navires, je pense que le chevalier Paul va pas être loin, et voilà, tout premier va envoyer des missiles. Ce qui veut dire que les services syriens et tous les autres services vont eux aussi jouer de leur réseau et qu'on va avoir des attentats non plus de type islamique en France, mais de type moyen-oriental, comme on en a eu dans les années 80, quand le gouvernement français a voulu rouler les Iraniens et n'a pas voulu leur rendre leur argent dans le cadre de la dette Eurodif. Allez vous intéresser à cette dette, elle a fait des morts. Georges Ibrahim Abdallah, il n'est pas venu ici pour faire du tourisme. Allez voir tout ça, c'est les années 80. Vous voyez, on peut toujours faire des liens et des connexions. Les hommes politiques, ils s'en foutent, ils sont protégés, eux et leurs amis, BHL, tout ça. Mais on a vu comment des services syriens ou des services iraniens pouvaient aussi monter des structures qui pouvaient être décisives. Allez voir l'attentat du Drakkar, l'immeuble Drakkar, allez voir tout ce qui s'est passé à cette époque. Quand eux, ce qu'il y a, c'est que c'est pas des terroristes, mais si tu les frappes là-bas, au bout d'un moment, ils disent on va te toucher dans Paris. Et ils vont te toucher. Et là, il n'y aura pas besoin que la DCRI, certains membres de la DCRI ou la DGSE ouvrent des portes à des terroristes, c'est-à-dire à des mecs qui viennent de Toulouse ou de banlieue parisienne. Non, il n'y aura même pas besoin. Là, ça va être un autre type de terrorisme. Non, mais pensez à ça aussi. Et moi aussi, je reprends là, effectivement, là, je reprends le passé, d'il y a 30 ans. Hein, les anciens, ceux qui ont plus de 40 balais, savent ce qui s'est passé à cette époque-là. Et je m'en sers pour faire de la prospective sur ce qui pourrait se passer là. Donc on parle d'une préparation de frappe.
hein, franco-américaine. Mais si ça frappe, vous rappellerez que je vous l'ai dit. Bon, ben, le F-16, ouais, c'est un F-16 Isoufa, parce que quand les Israéliens achètent des F-16, en fait, ils achètent la coque et leur avionique, c'est eux qui la mettent. Comme ça, ils sont sûrs de ne pas tomber sur des bugs bizarres, ou des backdoors, ou de toutes les conneries que pourrait faire un... Alors que quand, par exemple, un petit pays achète à un gros pays, il achète comme ça. Le gros pays a toujours les codes, peut toujours lui bloquer ses avions, peut toujours lui fausser ses réglages de missiles, peut toujours tout. Quand les Russes vendent des S-400 à d'autres pays, ils ne leur donnent pas les S-400 qu'à l'armée russe. Hein. C'est la version bridée. Ils ont tout, hein. Ils ont les codes, ils peuvent les immobiliser, ils connaissent les failles, ils connaissent tout. Voilà. Donc là, on a quand même un bon F-16. Donc pour le toucher, je pense pas que ce soit IDS 200, sinon les Syriens, je veux dire, si on raisonne logiquement, ils auraient touché depuis longtemps les avions israéliens. Or, ça fait depuis 2 ou 3 raids seulement qui sont vraiment efficaces. Qu'est-ce qui a changé depuis? Voilà, c'est pas pour les dénigrer. Voilà, donc c'est un petit point sur ce qui se passe à Afrin. Alors, ça fait 3 jours que je tourne une vidéo sur la gnose. J'ai tourné des heures, et puis à chaque fois, il se passe des trucs bizarres, c'est que ça s'efface. Donc là, j'ai une première version qui est faite, qui est prête, mais je ne veux pas la poser en elle seule. Je veux préparer la dernière version. Je ne sais pas si je ne vais pas les mettre en 3 et en 4, mais en même temps, si, c'est ce que je vais faire. Donc il faut que je fasse la 4, et la 4 suit la 3. Le problème, c'est que c'était un discours qui était unique, qui est fragmenté maintenant, parce que finalement, s'il n'y a que la moitié de la vidéo et que l'autre moitié s'est effacée, il y a plein de choses que je ne sais pas si j'ai dit ou pas. Donc il va falloir, je ne sais pas si vous m'avez compris, je suis en train de m'embrouiller, il va falloir que je réécoute cette partie-là pour voir ce qui a été dit, et ce qui n'a pas été dit, il va falloir que je le réécrive et que je le tourne. Parce qu'entre-temps, j'avais 30 feuillets de notes, entre-temps, j'ai tout jeté comme un con. Enfin, bon bref, vous en foutez, vous avez raison. Non, tout ça pour vous dire que l'interview sur la gnose, tout ça pour vous dire que j'ai de la lumière chez moi, c'est pas aussi sombre. 2, c'est pas une interview sur la gnose, je dis n'importe quoi. La vidéo sur la gnose, je suis en train de bosser dessus là. Hein, je vais faire une pause et c'est reparti comme en l'an 40. Et en 3e lieu, n'oubliez pas de me pousser, de vous abonner. Je vous remercie de me suivre. Vos commentaires sont préapprouvés. Et puis je pense avoir tout dit. Et puis